Les radicules, ce sont les premières racines d'un être végétal. Elles jouent un rôle essentiel car c'est grâce à elles que notre plante pourra s'épanouir et grandir. Animés par nous, les frères Jean-William et Michael Côté. Les idées radicules accueillent les passionnés, les novices, les experts, les sceptiques et les convertis. Pour discuter et faire émerger les enjeux agricoles actuels et futurs du Québec, même les plus ridicules et les plus radicales. Alors bonjour, bienvenue à un autre épisode du podcast des idées radicules. Aujourd'hui, Mike et moi, on vous a préparé un épisode très intéressant sur un enjeu qui est aussi très important. Ici, je parle bien sûr de la relation avec nos voisins, les Américains. Donc, pour parler de ça, on a ici deux professeurs universitaires avec nous, donc Daniel Bélan et Sébastien Rioux. Est-ce que vous voulez vous présenter brièvement, nous expliquer? Nous expliquer qui vous êtes. Yes. Oui, je suis professeur à l'Université McGill et directeur de l'Institut d'études canadiennes de McGill. Et aussi, je suis en charge du programme d'études sur le Québec. Et puis, je suis content d'être ici aujourd'hui. Avant d'être à revenir à Montréal, en fait, je suis originaire de Montréal. J'ai habité aussi à Gaspé, à Bécomo dans ma jeunesse, mais au cours des 20 dernières années, j'ai passé la plupart de mon temps dans l'Ouest. Donc, j'étais à Calgary et ensuite à Saskatoon pendant 10 ans. Donc, je connais bien aussi les prairies. Ouais. Une belle région agricole. Voilà, exactement. Surtout la Saskatchewan. Sébastien Rioux, professeur de géographie à l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie politique de l'alimentation et du bien-être. Et puis, voilà, je me suis promené aussi un peu comme Daniel. J'habitais pendant quelques années à Vancouver, en Angleterre, puis je suis revenu à Montréal il y a plusieurs années pour enseigner à l'Université de Montréal. En Angleterre, tu étais allé pour... C'était les études pour enseigner? Ouais, les études, okay. C'est le postdoc recherche, puis j'étais affilié à ce moment-là avec l'Université de Cambridge pour les études. Donc, fantastique. Ouais. Très heureux d'être de retour à Montréal, au Québec. On est content de vous avoir avec nous. Merci. Ben oui. Je pense qu'on pourrait tout de suite se mettre dans le bain, embarquer dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais ça commencer avec vous, dans le fond, en parlant de l'administration Trump, évidemment. Justement, tu sais, l'administration Trump, on l'a vu là, à plusieurs moments, dans le fond, là, ils ont vraiment mis de l'avant une politique protectionniste. Tu sais, puis on a même vu à certains moments, peut-être la relation Canada-États-Unis se détériorer un peu. Moi, je me demandais, avec la nouvelle administration Biden, tu sais, en quoi elle se distingue de l'administration précédente, puis à quoi on peut s'attendre. Donc, je sais pas si peut-être Sébastien, tu voulais aller en premier, puis... Non, je peux commencer avec ça. Tu veux commencer? Parfait, ben oui, absolument, génial. Cool. Si ça te dérange pas, Sébastien? Non. Bon, probablement Trump, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de protectionnisme, mais c'était l'idée, là, America first. Donc, les États-Unis en premier, puis le reste du monde, bon, c'est pas si important que ça. C'est moins... c'est l'idée un peu que il faut se servir en premier, que les États-Unis, même dans les relations commerciales avec le reste du monde, que les États-Unis avaient pas signé de bons accords de libre-échange avec les autres pays, qui s'étaient fait un peu avoir. Puis c'est l'idée qu'il faut restaurer un peu le blason des États-Unis, puis qu'il faut revenir, puis dire, nous, on va faire passer nos intérêts en premier, puis on se fera plus avoir. Donc, c'est de là que vient l'idée, en fait, qui est venue l'idée de rouvrir, de renégocier l'ALENA. Ouais. Donc, l'idée de Trump, c'était de dire aux gens, nous, on va signer un meilleur accord que ce qu'on avait déjà, puis on va faire passer nos intérêts en premier. Bon. Le problème, pour le Canada, déjà, réouvrir l'ALENA, ça crée beaucoup de maux de tête à Ottawa, puis ailleurs, dans les milieux d'affaires, partout, parce que c'est un peu une boîte à surprise. C'est quand même important pour le Canada, l'ALENA. Hein? Donc, le libre-échange avec les États-Unis puis avec le Mexique, c'est vraiment... Puis les échanges commerciaux avec les États-Unis, pour nous, c'est vital. C'est absolument vital dans beaucoup de secteurs de l'économie, dans la plupart des secteurs de l'économie. Fait que ce qui caractérisait Trump, c'est pas seulement le protectionnisme, c'est aussi que c'était quelqu'un d'imprévisible.
Donc, Trump pouvait se retourner et dire, bon, nous, on va imposer des sanctions sur l'aluminium ou sur le bois d'œuvre aussi et ça, de façon arbitraire. Puis c'est quelqu'un qui cherchait la chicane parfois. Mais des fois, il nous oubliait, parce que souvent, les Américains nous oublient. Hein. Le Canada, pour eux, le Québec, c'est des petites patates. Small potatoes, comme ils disent en anglais, on s'en occupe pas trop. Mais de temps en temps, Trump nous ciblait. Puis il disait, les productions, nous, on a le fromage du Wisconsin, puis on peut pas en vendre au Canada. Puis qu'est-ce qui se passe? Puis en lançant des messages à certains groupes aux États-Unis, surtout les agriculteurs dans certains États, comme le Wisconsin, qui sont des États pivots sur le plan politique. Donc, qu'est-ce qui change avec Biden? Longue réponse. Je suis universitaire, donc on parle beaucoup. Biden, lui, il y a toujours du protectionnisme aux États-Unis, mais je pense qu'il y a plus de soutien envers le libre-échange en général. Puis aussi, c'est quelqu'un de plus prévisible. Ouais. Donc, il ne cause pas de surprise comme Trump. Trump, les gens ne savaient jamais à quoi s'attendre avec Trump. Il va tweeter le matin sur quelque chose, puis ça va complètement changer le cours des discussions, puis ça va créer des crises, en fait. Il crée des crises un peu comme ça. Et donc, je pense que les gens à Ottawa puis ailleurs, je pense, en général, les Canadiens, les Québécois sont contents d'avoir Biden à la Maison-Blanche. Trump n'était pas populaire au Canada, puis il s'est attaqué à Justin Trudeau, puis aussi au Canada, y compris au secteur agricole, de façon directe. Donc, on est content de le voir partir, la plupart d'entre nous. Il y a toujours des gens au Canada qui soutiennent Trump, mais c'est une petite minorité de la population. Ouais. Puis, moi, je me demandais, juste avant de passer à toi, Sébastien, tu sais, tantôt, là, tu disais qu'au final, c'était vraiment l'espèce de pensée de Make America Great Again, on va renégocier l'ALENA à notre avantage. Est-ce que les États-Unis étaient réellement un désavantage dans l'ALENA? Est-ce que c'est discutable ou c'était plus une espèce de démarche électorale? Je vais laisser Sébastien répondre à ça, parce que c'est un spécialiste vraiment des accords de libre-échange parmi d'autres choses, du commerce international, hein? Cool. Ben, il y a très peu... je suis tout à fait d'accord avec Daniel là-dessus. On s'entend, l'ALENA était déjà à l'avantage des États-Unis. Donc, renégocier cet accord-là n'a pas changé grand-chose. C'est le grand joueur dans ce partenariat économique-là. Okay. En fait, on pourrait même faire l'argument qu'en fait, ils ont juste renforcé leur position. Carrément. Ils ont en agriculture, ils ont continué à avancer un peu plus. Ils ont même été capables, on va y revenir évidemment, là, mais d'ouvrir une porte sur la gestion de l'offre. Donc, de façon générale, je vous dirais que la renégociation s'est faite, encore une fois, à l'avantage des États-Unis, mais plus largement, déjà l'ALENA en 1994 était à l'avantage des États-Unis. Là. Mais ceci étant dit, le Canada en a profité largement, là, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que ça change quelque chose pour les États-Unis? Je vous dirais oui et non, mais dans la mesure où, oui, il y a un non, puisque c'est pas à leur désavantage, loin de là, mais ils ont sans doute fait quelques gains ici et là, puisqu'il y a un rapport de pouvoir qui est encore peut-être encore plus senti de leur côté. Là. Si je voudrais ajouter quelque chose, je suis tout à fait d'accord avec Sébastien. Il y avait en 69 Pierre Trudeau, le père de Justin, quand il avait été aux États-Unis pour voir Nixon, puis il ne s'entendait pas trop bien avec Nixon. Il avait donné une conférence à Washington devant des journalistes, puis il avait créé une métaphore qui est intéressante pour comparer un peu pour dire c'est quoi caractériser les relations entre le Canada et les États-Unis. Et il avait dit, du point de vue du Canada, pour nous, là, avoir cette frontière-là avec les États-Unis, c'est comme coucher avec un éléphant. Okay? On est dans le lit avec l'éléphant, puis à chaque fois que l'éléphant tousse ou bouge un petit peu, nous, on ressent les secousses. Et puis avec Trump, ce qu'on avait, c'est qu'on avait un éléphant, mais un éléphant complètement imprévisible. Donc, il y a des rapports asymétriques de pouvoir. C'est un pays beaucoup plus gros que le nôtre en termes de population, pas de territoire, mais de population. L'économie, on dépend plus des États-Unis qui dépendent de nous, évidemment. Donc, c'est des rapports asymétriques de pouvoir et ça se reflète dans la nature de nos accords commerciaux. Il faut qu'on fasse des compromis parce qu'on a besoin d'eux plus qu'ils ont besoin de nous. Mais sous Trump, c'était un éléphant qui prenait des drogues, un peu des substances un peu illicites. Très agité. Voilà, très agité, qui était sur la coke peut-être. Et donc, ça créait beaucoup de tensions. Ouais. Et Biden, il n'est pas comme ça. Hein? Non, c'est ça. Tranquille. C'est ça, on aime ça. Ça fait du bien, C'est une métaphore très intéressante. On va peut-être même y revenir encore tantôt. Mais ça reste un éléphant.
Et c'est pour ça qu'il faut savoir que Biden, il y a quand même du protectionnisme aux États-Unis. Ça continue chez les démocrates, il y en a chez les républicains. Mais Biden lui-même est plus libre-échangiste que Trump, ça c'est sûr. Puis même que d'autres présidents démocrates avant lui. Donc ça, c'est encourageant pour le Canada puis le Québec parce qu'on a besoin. On a besoin de nos échanges commerciaux avec les États-Unis. C'est le cas dans l'agriculture et ailleurs dans le contexte de l'économie. Il y a une intégration économique qui est importante. Il y a le Mexique aussi, mais c'est moins important pour nous. Les États-Unis, ça reste notre partenaire économique le plus essentiel de loin. Juste pour être sûr qu'on comprenne tous, on l'a compris quand même, là, on sent c'est quoi, mais le protectionnisme en général, c'est quoi c'est quoi ces mesures-là? C'est quoi cette politique? Ben, protectionnisme, c'est vraiment c'est l'idée de protéger certains secteurs clés de l'économie. Okay. Donc, ça va se faire par des tarifs, par des quotas d'importation. Donc, un ensemble de mesures comme ça, politiques, qui va permettre justement de protéger certains secteurs économiques à l'intérieur. Donc, ça peut être agricole, ça peut être l'acier, ça peut être le bois d'œuvre, etc. Là, nommez-les. Là. Mais ça va être extrêmement politique comme tendance, mais l'idée étant justement de mettre de côté, de s'assurer que nos producteurs locaux, régionaux ou nationaux ne soient pas en compétition avec les producteurs mondiaux, parce que, entre autres, on veut justement les aider à se développer et puis à s'ancrer un peu sur le territoire. Sans être menacé tout le temps par les prix compétitifs étrangers. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça qui arrive, c'est que vous mettez souvent, les politiques de libre-échange vont faire en sorte que de mettre en compétition les producteurs nationaux avec les producteurs internationaux. Un gouvernement protectionniste comprend déjà que ces producteurs ne sont peut-être pas nécessairement suffisamment compétitifs, mais veut développer ces secteurs-là davantage. Donc, encore une fois, on va mettre en place des politiques, des mesures économiques spécifiques. Ça peut être encore, comme je disais, des quotas d'importation où souvent, ça va être des tarifs, donc douaniers. Donc, à l'entrée, par exemple, certaines denrées qui arrivent ou certains produits pourraient être taxés à 150, 200, 300 %, qui fait en sorte que ça fait monter le prix tellement haut que ces produits-là ne deviennent plus compétitifs. Et donc, pour le dire autrement, il n'y a personne qui va exporter au Canada à ce moment-là parce que vous n'allez pas rien vendre de ce que vous envoyez. Là. Puis les consommateurs vont payer la note, c'est-à-dire que ça va faire monter les prix. Donc, mais le libre-échange, c'est limite, c'est-à-dire qu'il y a toujours des secteurs, même aujourd'hui, dans le contexte de, on a le libre-échange avec les États-Unis, avec l'Union européenne, le Mexique et d'autres pays, plein d'autres pays, mais il y a toujours des zones de protectionnisme, y compris la gestion de l'offre. C'est une forme de protectionnisme d'une certaine façon. Tout à fait. La gestion de l'offre, j'imagine que vous allez peut-être vouloir y revenir un peu plus tard. Très certainement, mais, ça nous intéresse aussi. La gestion de l'offre, c'est une forme de protectionnisme par définition. C'est un modèle de protectionnisme, en effet. Fait que là, juste pour être sûr que je comprends bien, le protectionnisme va un peu s'opposer au libre-échangisme. C'est ça un peu ça? Oui, c'est deux pôles sur une même... exactement. Puis souvent, on s'entend, c'est toujours gris. Là. C'est pas noir ou blanc. Il n'y a pas de gouvernement qui se dit protectionniste de A à Z. Là. Ça va être souvent des secteurs clés. On l'a vu beaucoup avec les fameuses industrialisations par substitution aux importations dans les années 60-70, les pays en développement qui... Par exemple, veulent s'assurer une base industrielle, ils vont protéger certains secteurs clés comme l'acier, les produits chimiques, toutes ces... Parce qu'ils savent très bien qu'une fois que vous maîtrisez ces bases-là, il y a un ensemble d'autres de conséquences économiques, de bénéfices économiques positifs qui viennent justement aider au développement d'autres secteurs. Et puis, en fait, on peut pas dire que le protectionnisme en soi est toujours mauvais ou que le libre-échangisme est toujours bon ou l'inverse. C'est-à-dire que c'est entre gris clair et gris foncé. Il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman de ma jeunesse. Mais entre gris clair et gris foncé, c'est un continuum, en fait, entre le protectionnisme absolu puis le libre-échangisme absolu. Puis, en général, les gouvernements essaient de trouver un juste milieu, mais ça varie beaucoup d'un enjeu économique, d'un secteur de l'économie à l'autre aussi. Et même à l'intérieur du même secteur, si on prend l'agriculture, il y a beaucoup de différences au Canada. Oui, tout à fait. Puis, je vous dirais, c'est les lobbies, ultimement. C'est politique. Non, c'est très politique. C'est très politique. Il y a beaucoup de raisons économiques autour de ça, mais ultimement, c'est qui est capable d'amener l'argument pour le protectionnisme ou pas, ou défaire un protectionnisme. Là, à ce moment-là, ça peut faire, justement, c'est du lobbying souvent. Des groupes d'intérêt, tout à fait.
Pour ou contre? Pour ou contre, Ouais, c'est ça, pour ou contre. Puis on sait, on vient de le dire, là, tout est dans la nuance, là, mais le Canada, en général, est-ce que nous, on est plus d'un côté protectionnisme ou libre-échangisme? En ce moment, je dirais plus libre-échangiste. Depuis la fin des années 80, depuis le libre-échange avec les États-Unis, puis après ça, il y a eu une série d'accords internationaux. Oui, tout à fait. Ben, Daniel mentionnait un peu plus tôt là, que les États-Unis, on a besoin davantage des États-Unis que l'inverse, et ça peut pas être plus vrai. Ça n'a jamais été aussi vrai. Puis on le voit là, que le Canada, depuis plusieurs années, essaie justement de se défaire un peu de cette dépendance aux exportations vers les États-Unis. On a signé l'accord économique et commercial global avec l'Union européenne en 2018. On a signé... il y a le partenariat transpacifique en 2018 aussi. Diversifier nos partenaires. Puis c'est une volonté. Donc, Daniel, tantôt, disait justement que le Canada était rentré un peu à reculons dans la renégociation de l'ALENA. Puis, entre autres, une des raisons, c'est que le Canada avait été capable de gagner un peu d'espace de manœuvre, puis là, il se refait mettre dans le coin, dans les cordes par Trump, puis de se fait... C'est comme si c'était un peu poussé dans le lit, l'éléphant s'est retourné, il y a eu un creux, il est retombé avec. Ça a fait des grosses vibrations, puis ça a fait les gens à Ottawa, surtout c'était le gouvernement, donc Trudeau, eux, c'est quand même libre-échangiste, là, les libéraux à Ottawa, puis les conservateurs aussi, franchement. Là. C'est le NPD qui, historiquement, a été quand même... Bon, les libéraux ont été... critique du libre-échange jusqu'à l'élection de 1988, où c'était une élection sur le libre-échange entre le Canada et les États-Unis, puis les libéraux étaient contre, les conservateurs, les progressistes conservateurs de Mulroney étaient pour, puis les conservateurs ont gagné facilement, puis en partie parce que les gens au Québec soutenaient le libre-échange, beaucoup plus qu'ailleurs au pays. Puis depuis ce temps-là, les libéraux, eux, se sont retournés, puis là, ils soutiennent maintenant le libre-échange. Puis les conservateurs aussi, ils ont un consensus politique, si on prend les deux partis principaux. Le Bloc aussi soutient le libre-échange, en général, mais il y a toujours des exceptions, comme par exemple dans la gestion de l'offre, dépendant des lobbies politiques puis de la situation qui change. Là. Mais en général, c'est seulement l'opposition libre-échange vient plus soit de l'extrême droite ou vraiment plus à gauche avec le NPD. Et là, il y a plus d'opposition, mais même là, c'est pas opposition totale, mais c'est quand même plus critique du libre-échange en général, le NPD. C'est drôle parce que, puis j'aurais pas soupçonné... que justement, le Parti libéral auparavant se serait opposé justement au libre-échange. Puis, c'est un nationalisme canadien. Là. L'idée, le Canada, il faut qu'on soit indépendant des États-Unis, mais en fait, on est toujours dépendant quand même. Ben oui, on peut bien faire ce qu'on veut, on n'a pas le choix de... Ils ont perdu ces élections-là, puis depuis ce temps-là, ils restent quand même, là, ils sont devenus vraiment pro-libre-échange, comme les conservateurs l'étaient même avant. Là. Sous Mulroney, en tout cas, ils se sont tournés vers le libre-échange, en partie parce qu'il y avait un soutien important au Québec, chez les nationalistes québécois, qui soutenaient Mulroney, on se souvient pour l'accord du lac Meach, tout ça, mais aussi qui disait pour que le Québec ait plus d'autonomie au sein du Canada, il faut qu'on ait qu'on s'ouvre davantage sur le monde. On s'ouvre sur le monde. C'est intéressant. Sur le plan économique. Oui, je comprends. Mais ça fait sens que le libre-échange, c'est très récent d'une certaine manière. Il y en a fait longtemps. C'est pas nouveau comme phénomène, mais même dans l'après-guerre, le libre-échangisme était extrêmement contrôlé. Là. C'était quelque chose qui était encadré avec... justement, on sortait de la guerre, donc on voulait quand même commencer à s'assurer justement qu'il y ait le davantage d'échanges entre les pays, mais encore là, on voulait laisser au pays l'occasion de se reconstruire, de se redonner des bases industrielles, commerciales fortes avant qu'il y ait trop de compétition. Et le Canada... jusque dans les années 80, était tout à fait dans l'ère du temps, en fait. C'était très keynésien, c'était très... les années 50, 60, 70, c'est l'ère de l'interventionnisme des entreprises d'État, avec des États qui régulent ou qui encadrent davantage l'économie nationale. Puis il n'y a personne qui chiale contre ça. Au contraire, là, c'est à partir des années 80 qu'on voit justement ces débats politiques-là commencer un peu partout à s'émisser. Puis avec la question du libre-échange de devenir de plus en plus importante. Là. Mais c'est l'idée de trouver un équilibre. Parce que c'est pas d'abandonner aussi l'interventionnisme d'État. On a ça en matière de protection sociale, une sorte de programme. On peut...
Puis c'est le problème. Puis au Québec aussi, la création de la Caisse de dépôt, la Révolution tranquille, tout ça, c'était très étatique. Et puis il faut protéger certains secteurs de l'économie si on veut se développer. C'est un peu le problème dans le Sud, quand on va dans les pays du Sud, en Afrique ou en Amérique latine, où dans les années 80-90, on les a forcés à aller vers le libre-échange pur et dur, alors que des fois, c'était pas toujours à leur avantage. Et ça, c'était la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Et on leur imposé des choses que nous, on n'a pas fait dans l'après-guerre. Quand on se reconstruisait, on leur a imposé des choses que nous, on n'a pas, au nom d'une idéologie néolibérale, une idéologie où c'est le libre-échange à tout prix. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est il faut du libre-échange, parce que sans ça, nous, on est, au Canada, on est foutus sans qu'il y ait... Si on est le purement protectionniste, parce que notre marché interne est petit. La Chine, ils pourraient le faire peut-être, ou les États-Unis, parce qu'ils ont un gros marché interne. C'est 1,4 milliard en Chine, ou aux États-Unis, plus de 300 millions d'habitants, mais nous, c'est un petit pays. Là. Ben oui, c'est ça. Puis quelques Québec, c'est encore millions, petit. Là. Quand on est 8,5 millions d'habitants, on a un petit marché interne. Fait que si on veut se développer économiquement, il faut vendre à l'étranger. Donc, il faut au moins un aspect important de libre-échange. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de protectionnisme, ou que le protectionnisme, certains éléments ne sont pas bons ou utiles, mais on n'a pas le choix vraiment aujourd'hui. Est-ce que justement, d'un côté, je me demande, là, on comprend que le protectionnisme absolu non plus n'est pas à notre avantage, mais quand on parlait, mettons, d'avoir imposé des politiques de libre-échange justement à des pays d'Amérique du Sud et tout, est-ce que je me trompe ou à un certain moment donné, dans ce spectre-là, vraiment là, à l'extrême du libre-échangisme, c'est ça un peu qu'on qualifie du capitalisme sauvage? Dans le sens qui n'est pas bridé, qui est vraiment un peu laissé à genre... c'est la compétitivité qui détermine tout. Puis, est-ce que ça peut... Est-ce que ça peut quand même porter ses fruits? Comment ça s'est déroulé dans ce sens-là? Tu veux commencer, Sébastien? Je dirais simplement que encore une fois, c'est toute une question de degré. Puis... Est-ce que, encore une fois, il y en avait du libre-échange dans les années 50, 60. Ça l'a pas mené à du capitalisme sauvage. La question, c'est le cadre qu'on met autour de ce libre-échange-là. L'accélération du libre-échange, des traités de libre-échangistes depuis les années 80-90 surtout, oui, a participé un peu de cette mondialisation très inégale, là, que certains diraient. Néolibérale, en fait. La finance qui joue un rôle beaucoup plus grand qu'elle l'a jamais joué avant, là, depuis les années 70, mais surtout les années, encore une fois, 80-90, là, ça décolle. Et là, ça, on parle... oui, à ce moment-là, on peut parler d'un capitalisme beaucoup plus sauvage dans la mesure où il est moins encadré. Les flux transnationaux d'investissement, les capitaux qui peuvent être retirés d'un pays très rapidement avec très peu de cadre légal. C'est ça qui change la donne essentiellement. Encore une fois, ce sont des questions politiques dans la mesure où ce sont des questions légales. C'est-à-dire qu'est-ce qui encadre justement ces flux de marchandises, de capitaux, etc. Donc, c'est là que ça fait une différence, essentiellement. Voilà, mais en soi, c'est qu'il n'y a pas de capitalisme sauvage pur parce qu'il y a un auteur qui s'appelle Karl Polanyi qui a écrit un livre en 1944, ça fait longtemps. Grande transformation, Polanyi, P-O-L-A-N-Y-I, qui a d'ailleurs un lien avec Montréal. Il y a un institut Polanyi à l'Université Concordia. Toutes ces archives, ces documents de Karl Polanyi sont à Montréal. Sa fille habite à Montréal, voilà. Et donc, Karl Polanyi, lui, a dit que, en fait, ce qu'il a écrit, c'est que le capitalisme, là, même ce qu'on appelle le capitalisme sauvage, autorégulé, là, il est mis en place par les États. C'est-à-dire que c'est des décisions politiques qu'on prend. Si on décide d'avoir le libre-échange, de réduire les tarifs commerciaux ou de déréguler, c'est une décision politique. Si on prend la décision de créer ce capitalisme-là, il n'émerge pas de façon purement spontanée. En fait, c'est pas un retour sur l'état de nature. Là, puis non, c'est nous, on décide de donner plus de pouvoir au marché. C'est un choix conscient. Voilà, c'est un choix. On donne plus de pouvoir au secteur privé, aux entreprises. Puis parfois, ben là, ils se retournent contre l'État. Mais en fait, c'est un choix qu'on fait. Puis le libre-échange, ça a été aussi un choix. On a eu une élection en 88 au Canada. On aurait pu... Si les libéraux l'avaient emporté en 88, ils auraient pu annuler le traité de libre-échange avec les États-Unis. Ils auraient pu le faire. Il y a des pays qui ont attendu beaucoup plus longtemps que nous pour signer des traités de libre-échange aussi. Mais
nous, on a eu le choix. Le problème, c'est qu'en Amérique latine, en Afrique, tout ça, comme les pays sont plus pauvres que le Canada, ils sont plus dépendants envers la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Puis des fois, ils se font imposer des politiques où ils pensent que c'est dans leur intérêt de faire plaisir aux États-Unis ou aux donateurs ou aux organisations internationales. Mais nous, au Canada, quand même, on ne dépend pas de ces organisations-là. On a et donc, on a une marge de manœuvre. Donc, on a une autonomie, là. On n'est pas obligé, mais il y a des pressions économiques qui sont fortes parce qu'on dépend des États-Unis. Donc, on ne peut pas dire on va fermer la porte. Parce que nous, si on voulait jouer les Trump et dire Canada first, là, le Canada en premier, le Québec en premier, puis ça serait, je pense, pas du suicide économique, mais disons qu'on se ferait du tort. Hein? Moi, je ne peux pas être plus d'accord, mais ce que Daniel dit a tout à fait raison avec Polanyi. Il n'y a rien de naturel à ça. C'est ça l'idée. Il n'y a rien de naturel. Ça fait partie des politiques publiques à ce moment-là, des rapports de pouvoir au sein, à l'intérieur des États, avec les entreprises, les groupes d'intérêt, etc. Tout en tenant compte d'un contexte international qui fait en sorte qui te donne à certains moments de la latitude, à d'autres moments qui t'attachent les mains un peu dépendamment. Là. Donc... Vraiment intéressant. C'est politique, puis nous, on a donné plus de pouvoir aux grandes entreprises d'une certaine façon en signant des accords de libre-échange qui réduisent le pouvoir des États. C'est que nous-mêmes, on a décidé de réduire notre propre autonomie au nom du libre-échange. Donc, c'est là où parfois le bas blesse, où il y a des conséquences négatives, parce que les grosses multinationales, comme Monsanto et tout ça, elles ont un pouvoir financier énorme. Puis, on est... c'est plus difficile pour les plus petits producteurs. C'est pour ça aussi que parfois, on n'a pas le choix d'être protectionniste pour protéger. Ouais, exact. On n'a pas le choix, puis aussi, on est un peu poussé par des groupes d'intérêt qui, eux, veulent se protéger contre cette compétition mondiale-là qui c'est quand même, très intense. Ouais, c'est ça. Puis moi, si on revient juste un peu avant, j'aurais aimé ça aborder un peu plus cette question-là. Tu sais, je me demandais, est-ce que, tu sais, Trump, quand il a décidé pour la première fois de vouloir, tu sais, on l'a abordé brièvement tantôt, mais quand il a décidé pour la première fois de vouloir se retirer de l'ALENA, la renégocier, c'était quoi un peu son objectif? Parce que là, on a établi qu'il n'a pas fait de gain majeur en renégociant cet accord-là économique. C'était quoi son objectif? C'était juste politique? C'était vraiment simplement électoral? Ben moi, je pense que oui. C'est-à-dire que Trump, probablement, c'est quelqu'un qui passe son temps à mentir. Les policiers souvent jouent avec la vérité, mais dans le cas de Trump, c'est bon. Il ment toujours de façon vraiment... c'est très clair, là. Il s'en fout. Je pense que c'était surtout politique. C'est de se dire, moi, là, je vais faire un meilleur travail que ceux d'avant. Puis c'est toujours très vague. Il ne disait pas en détail ce qu'il était pour faire. Dire, je vais négocier un meilleur accord, mais sans donner de détails. Donc, l'idée, c'est d'augmenter le pouvoir des États-Unis, mais c'était surtout pour lui d'aller vers les électeurs, de leur dire, le système, il ne sert pas les intérêts des travailleurs. Moi, je vais améliorer le système. Puis les autres pays, on s'en fout. Nous autres, on est les États-Unis, ils vont nous écouter. Ils n'auront pas le choix de faire des concessions. Encore une fois, je peux pas être en désaccord avec toi, Daniel, parce que mais ultimement, c'est ça, c'est encore il y a une démonstration de puissance qui se fait vers l'électorat américain. Mais la question fondamentale, c'est que c'est à peu près impossible pour les États-Unis de renégocier un accord comme l'ALENA et de sortir perdant. Donc, n'importe quel président des États-Unis, même un président qui serait faible sur le plan politique, pourrait redorer son blason en renégociant l'ALENA parce que la puissance économique des États-Unis est tellement forte que s'ils disent on veut absolument certaines concessions sur ça, on va être plus ou moins obligé. Il va y avoir des tractations, des négociations, mais ultimement, les États-Unis ne vont pas sortir perdants. Donc, je pense aussi, comme Daniel, il y avait une campagne un peu une campagne d'un point de vue politique de montrer que lui, Make America Great Again, était réellement, il était l'homme de la situation, qui était capable justement de livrer la marchandise. Mais encore une fois,
c'est un peu de la poudre aux yeux, c'est un coup de théâtre, parce que, ultimement, n'importe qui aurait pu le faire. Là. Trump, c'est du théâtre, c'est ça. C'est quelqu'un qui a commencé, qui est devenu très connu aux États-Unis à travers des émissions de télé-réalité et tout ça. Donc, bon, c'est très théâtral, justement. Puis aussi, retourner à la métaphore d'éléphant, pourquoi les États-Unis ne peuvent pas perdre dans les négociations avec un pays comme le Canada, c'est justement, c'est un éléphant. Nous, on est peut-être pas une souris, mais disons un castor. On est face à l'éléphant. Il faut qu'on fasse on n'a pas le choix de faire des compromis. Je pense que le gouvernement Trudeau, ils ont réussi quand même à limiter les dégâts. Ça aurait pu être pire que ça. Hein? Oui, ça aurait pu être pire. Oui. Il n'y avait pas disons que c'est ça. Il n'y a pas de volonté non plus du Canada de... Trudeau n'était sans doute pas très heureux de rentrer dans cette ronde de négociations. Puis on est chanceux. Chrystia Freeland, qui était la ministre en charge des négociations à l'époque pour Ottawa, je pense qu'elle a fait en général un bon travail. Puis l'idée, c'était justement d'apaiser l'éléphant, de dire en public, oui, on négocie tout ça. Mais derrière, à l'arrière-scène, il y avait quand même le Canada, puis avec le Mexique, on a réussi justement à dire, bon, il y a des limites, là. On va, oui, en public, vous pouvez dire, vous avez gagné, puis on fait des petits gains ici et là. Mais en fait, on ne s'est pas écroulé, effondré devant l'éléphant. Là. Non, c'est ça. Bon, merci, Mme Freeland. C'est pas juste elle, mais je pense que ça l'a aidé. Petite donnée intéressante, c'est quand tu disais aussi que Trump mentait. Je me rappelle, j'avais écouté une émission des décrypteurs à Radio-Canada qui faisait un épisode sur les fake news, dans le fond, puis il avait sorti le chiffre que durant son mandat, dans le fond, Trump aurait à plus de 10 000 reprises dit énoncé des faits qui étaient simplement faux. Qui était pas, c'était pas une manipulation de la vérité, c'était juste. Il a banalisé le mensonge. C'est une sorte d'art, le mensonge comme mode de vie. Exact. Mode de vie politique. Pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi pas? Fait que là, on comprend, l'ALENA n'existe plus. Ça l'a remplacé par quoi? Si on veut se remettre un nouveau acronyme à l'oreille, c'est... C'est l'accord Canada-États-Unis-Mexique. L'ACEUM. L'ACEUM, OK. Ça sonne pas aussi bien que... Non, c'est pas aussi catchy. C'est déjà mieux, là. C'est plus facile. l'ACEUM. On va le répéter souvent. ACEUM. OK, ben dans ce cas-là, j'aimerais ça quand même, on a abordé le sujet, là, mais sans plus, mais là, c'est ça, on a ici des contextes de gestion de l'offre, là, puis on en a parlé. C'est quoi ça, dans le fond, la gestion de l'offre? Est-ce qu'on peut s'intéresser à ces questions-là? Gestion de l'offre, c'est une politique publique qui est établie depuis 1972, en fait. Ça va faire pratiquement 50 ans l'année prochaine, en fait. Puis, 3 grands secteurs. C'est pas toute l'agriculture. Hein? C'est 3 grands secteurs. Le premier, c'est le lait. Deuxième, la volaille. Volaille, ça inclut le poulet et le dindon. Okay. Puis le troisième, c'est les œufs. Okay. Les œufs, à la fois de consommation, mais d'incubation aussi. Donc, vous voyez, ça revient aussi avec la volaille pour, justement, pour ce secteur-là. Les dindons aussi. Oui, le dindon. C'est drôle. C'est en fait, il y a quand même c'est un autre grand secteur de production au Québec, là, le dindon. Et puis, j'ai même travaillé, quand j'étais au cégep, j'ai travaillé pour Unidindon à l'époque, qui est devenu Excel d'or, je pense. Et ça a changé de nom. Là. Mais donc ça ne peut pas être plus clair. Mais donc, c'est ça. Puis la gestion de l'offre, essentiellement, ce que ça voulait faire, c'est de s'assurer... c'est du protectionnisme, là, carrément. Là, ça ne peut pas être plus évident. Mais ça assure un prix plancher aux agriculteurs, puis dans ces secteurs-là, évidemment, et ça leur assure une production constante. Okay. Ils savent... vu qu'il n'y a pas de compétition avec l'international, vu qu'il n'y a pas de... Ils sont protégés des aléas du marché. Exact. Et donc, automatiquement... on sait, vous savez c'est quoi la demande. C'est vous entièrement qui répondez à la demande. Et donc, c'est beaucoup plus facile de planifier d'un point de vue économique parce que vous connaissez les prix, vous connaissez la demande et vous pouvez faire des investissements en conséquence. Et votre revenu dans le temps est beaucoup plus stable. Donc, une stabilité des prix pour les agriculteurs du Québec et du Canada qui fait en sorte justement de soutenir une agriculture de façon plus pérenne que si elle est en compétition avec les grands producteurs de ce monde. Donc, c'est ça l'idée de la gestion d'offre. Donc, ça, comme on a parlé, dindon, poulet, les œufs, le lait, ça, c'est à la grandeur du Canada? Oui. OK. Puis au Québec, est-ce qu'on se différencie des autres provinces? Est-ce qu'on a des accords qui sont différents, des politiques différentes par rapport à la gestion de ces 3
Après ça, au niveau des provinces, il y a des quotas qui vont être achetés par les producteurs pour la production, par exemple, laitière. Quotas qui sont d'ailleurs extrêmement chers aujourd'hui. Il n'y a pas grand monde qui pourrait se débuter une ferme. Là. Mais oui, il y a après ça, il y a des logiques internes aux provinces. Fait que chaque province ont un peu leur sphère qui protège. Mais au niveau du commerce international, évidemment, c'est une juridiction fédérale, donc il y a un système quand même fédéral, mais c'est sûr que ça affecte certaines provinces plus que d'autres. Moi, j'ai habité en Saskatchewan. L'industrie laitière en Saskatchewan, c'est pas fort, là. C'est pas gros, là. Ou même l'industrie dans les dindons, là. Il y en a un peu, là, mais c'est surtout là, quand on parle le blé. Ou bon, donc, ça affecte plus. Par exemple, le Québec, c'est quand même, là, pour ces secteurs-là, c'est très important au Québec. Mais c'est moins important dans les prairies, par exemple. Ça varie d'une région à l'autre. La gestion de l'offre, il y a un cadre. En fait, ce sont des cadres légaux. Et Daniel a bien mentionné, vu que tout ce qui est protectionnisme ou commerce extérieur est fédéral, par définition, ça prend un peu l'assentiment du fédéral. Le fédéral, lui, va mettre... Écoutez, là, ça va les produits laitiers, là, comme je disais tantôt, c'est du 250 jusqu'à 300 % de barrières tarifaires. Les œufs, un peu moins, 150, peut-être 200 %. Mais le fédéral, en fait, contribue à cette gestion de l'offre en maintenant ces quotas-là. Là, après ça, à l'interne, évidemment, les provinces vont pouvoir pousser davantage certains... l'industrie laitière au Québec est à des années-lumière de ce qu'elle est dans l'Ouest canadien de façon générale. Et là, le commerce à l'intérieur du Canada, lui, il n'est pas égal d'une province à l'autre. Là. Cette gestion de l'offre-là est très territorialisée parce que oui, il y a des producteurs... Donc, indépendamment de la gestion de l'offre, les prairies se sont spécialisées dans la grande culture et dans le bœuf, mais beaucoup moins dans la volaille ou dans les œufs ou dans les produits laitiers. Là. Puis le bœuf, il n'y a pas de gestion de l'offre. Donc, c'est un système complètement différent de la compétition avec les autres pays. Là, et c'est le libre-échange dans ce domaine-là. C'est ça. Puis, mais au Québec, est-ce que c'est la même chose au Québec aussi pour ce qui est du bœuf? Il y a un système de quand même de quotas aussi ou de... Il n'y a pas de gestion de l'offre. Pour le bœuf, non. Le porc, non. Le porc ici au Québec, par contre, non plus. Le porc. Depuis les années 90, là, vous avez vu exploser le fameux porc du Québec, là, avec les annonces, c'était partout. Bon, le Japon est un très grand consommateur. La Chine, maintenant, encore plus. On exporte, là, et tout a été fait justement pour exporter. Mais, comme Daniel disait, il y a du donnant-donnant. Si vous voulez exporter parce que vous êtes une économie de surplus dans certains secteurs, ben il y a des bonnes chances que le pays où vous exportez en retour va vous demander d'ouvrir vous aussi vos... Le porc est très, très populaire en Asie. Donc, je pense qu'en Asie de l'Est, surtout. Donc, il y a des gros marchés. Donc, on n'a pas de gestion de l'offre dans ce domaine-là au plan fédéral. C'est ouvert au marché. Puis, ça fait l'avantage des producteurs en général qui soutiennent ça. Mais quand on parle du lait, des œufs, bon, déjà, ça voyage un peu moins bien. Mais aussi, le fromage, c'est différent. Et, dans le nouvel accord, il y a quand même aussi, là, les producteurs américains, il y a une petite ouverture. Hein, ils peuvent, même s'il y a la gestion de l'offre, ils peuvent maintenant exporter un peu plus au Canada. Il y a une petite ouverture. Mais encore une fois, c'est ça. Il faut bien comprendre, là, la gestion de l'offre, c'est pas sur l'entièreté de l'agriculture. Non, c'est seulement sur... C'est les secteurs, les produits laitiers, les œufs et la volaille. Après ça, tout le reste, là... tout le reste, c'est du libre-échange. Et les légumes, les grains, tout. Je vous dirais qu'en général, les producteurs remettent pas ça nécessairement en question, se sont adaptés avec ça, puis ils n'ont pas connu vraiment autre chose, là, d'une certaine manière. Donc, quand on entend des gens critiquer le libre-échange d'un point de vue agricole, ben c'est souvent des secteurs spécifiques à la gestion de l'offre, parce qu'eux ont tout à perdre. Là. Et puis, un débat au Canada sur la gestion de l'offre. Les Américains, eux, voulaient qu'on recule sur la gestion de l'offre, notamment dans le secteur laitier, parce que les producteurs au Wisconsin, c'est l'État, c'est comme l'État dans le domaine laitier qui est très avancé. C'est la Hollande des États-Unis. C'est la Hollande pour le fromage, ça, le Wisconsin. Puis le Wisconsin, c'est considéré comme en anglais, on dit swing state, un État balancier, un État qui est important pour l'élection présidentielle. Donc, Trump a été au Wisconsin, il a dit aux producteurs laitiers là-bas, on
c'est pas juste, it's unfair, c'est pas juste que le Canada accepte pas de prendre votre fromage et tout ça, de l'acheter. Donc là, il y a une petite ouverture, mais c'est quoi, 5% du marché, en tout cas dans la gestion de l'offre. C'est minuscule, mais symboliquement, c'est pour dire à Trump, aux États-Unis, de dire, écoutez, nous, on ouvre un peu nos marchés dans ce domaine-là, mais c'est une ouverture vraiment minuscule. Mais ça a fait couler de l'encre, cette petite Ça a fait ouverture. couler de l'encre, ben oui. Puis les gens se disent, est-ce que c'est un cheval de Troie? On commence avec une ouverture limitée comme ça, mais ça va augmenter lors de la prochaine renégociation. On le sait pas, hein, mais je pense que c'était juste un compromis politique pour dire, OK, on ouvre, on fait une petite concession sur la gestion de l'offre, puis on présentait ça comme une grosse concession, mais c'est pas une grosse concession. Moi, justement, vous êtes allé directement dans le sens où je voulais aller parce que, récemment, moi, j'ai lu un article du Globe and Mail qui critiquait justement notre système de gestion de l'offre ici au Canada et vraiment très précisément par rapport aux produits laitiers. Il y a vraiment beaucoup d'insatisfaction, en tout cas de la personne qui écrivait, qui, quand même, malgré tout, semblait bien ignorer les producteurs canadiens laitiers là-dedans, puis parlait et québécois, il parlait de notre relation avec les États-Unis, comme qu'on serait vraiment gagnant. Mais est-ce qu'on a peut-être à craindre qu'éventuellement, notre système pourrait être démantelé par justement ces lobbyistes-là qui feraient de la pression au gouvernement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a à garder de vue? Pour la gestion de l'offre? Pour la gestion de l'offre. Ben oui, c'est tout à fait quelque chose qui est dans l'ordre du possible. Il n'y a aucune sécurité d'un point de vue économique ou politique. Tu sais, la gestion de l'offre, là, de tout le secteur agricole canadien, ça représente peut-être 18% des revenus. Fait qu'il y a plus que 80% des revenus en agriculture qui sont faits à l'extérieur de la gestion de l'offre. Donc, c'est pas minime, mais c'est pas majoritaire non plus, là. Ce qui arrive, c'est qu'avec la gestion de l'offre, vous avez déjà l'accord économique et commercial global avec l'Union européenne en septembre 2018 qui a augmenté les quotas d'importation de fromage. Quelques mois plus tard, en décembre, le partenariat transpacifique augmentait les importations de produits laitiers, quelque chose comme 100 000 tonnes. Ça représente à peu près 3%. Puis là, le nouvel accord, le nouvel ALENA 2.0, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, 5% de plus. C'est à peu près 4% en fait, mais tous ces accords-là sont progressistes dans la mesure où les quotas et les tarifs douaniers changent d'une année à l'autre pour laisser justement les producteurs s'ajuster. Ce qui arrive, Daniel a tout à fait raison, le nouvel ALENA, ça change pas grand-chose. C'est 3,5, 3,6, 7, 8%, là, 3, même pas 4% du marché. Par contre, ça fait partie d'une ouverture plus générale qui se fait depuis 2-3 ans avec d'autres accords. Et là, présentement, on a à peu près 8-9% du marché des produits laitiers qui a été ouvert à l'international. Puis en fait, quand tous ces accords-là vont être rendus à terme, c'est-à-dire vont être toutes les clauses vont être valides, établies en entier, ben à ce moment-là, vers 2024, là, il parlait de 18% du marché. Donc, les produits laitiers au Canada, le marché des produits laitiers va être à 18% disponible pour les importateurs, pour le marché international. Donc, c'est pas rien. Donc, mais c'est vrai que l'ALENA, ou pas l'ALENA, mais l'accord Canada-États-Unis-Mexique, c'est rien d'une certaine manière. Mais ça fait partie d'un ensemble de mesures. Fait que c'est pour ça que on entend beaucoup les gens chialer, ou en tout cas, mais c'est parce que plus largement, c'est moins le nouvel accord en tant que tel que l'esprit général, puis sans faire de mauvais jeu de mots, mais ça reste que le gouvernement, ce qu'il envoie ce que le gouvernement fédéral envoie comme message aux producteurs laitiers, c'est de dire, il n'y a pas de vache sacrée. Non, c'est ça, de vache sacrée, exactement. On avait l'éléphant, là, on a la vache sacrée. Mais en anglais, on dit slippery slope. Donc, c'est comme une pente glissante. Donc, on commence comme ça, puis là, les accords s'accumulent, puis là, on a dit, c'est 4-5%, puis là, mais si on ajoute les autres accords, on va, au fil du temps, on arrive à 18%. Donc, les gens se disent, ah oui, mais ça, c'est
ça commence là, à devenir, si ça continue comme ça, puis il y a d'autres accords par-dessus, ben, la gestion de l'offre, ça va finalement, il y a une érosion, si on veut. On parle de ça, l'érosion de la gestion de l'offre, c'est lent, mais il y a des gens qui se disent, oui, mais une fois que c'est à 18%, si on signe d'autres accords avec d'autres pays, ben, ça peut continuer à augmenter. Donc, ils ont raison d'avoir peur. Il faut qu'ils soient vigilants. C'est ça, leurs inquiétudes sont justifiées. Là, et on parlait de lobby. Il y a des lobbies, oui, qui veulent démanteler la gestion de l'offre, mais il y a des lobbies qui sont très influents au Canada qui veulent la préserver, notamment dans le secteur laitier. On a vu, vous vous souvenez, ça fait quand même un bout de temps, mais lorsque Andrew Scheer est devenu le chef du Parti conservateur du Canada, contre Maxime Bernier, lui, s'opposait à la gestion de l'offre. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a perdu, en fin de compte, par très peu de votes à la fin, c'est que les gens, même en Beauce, il y a plus de gens qui ont voté pour Andrew Scheer que pour Maxime Bernier en Beauce, parce que Andrew Scheer soutenait la gestion de l'offre, puis Maxime Bernier s'y opposait. Donc, politiquement, c'est quand même... les gens sont bien organisés pour défendre la gestion de l'offre, parce qu'ils pensent que c'est dans leur intérêt économique. Oui. Puis, ultimement, ces questions-là de gestion de l'offre, présentement, ça se joue beaucoup dans l'opposition consommateur-producteur. C'est ça. Est-ce que, puis je suis pas mal sûr que j'ai pas lu l'article de Globe and Mail, mais je suis quand même pas mal sûr que le vieil argument qui est vrai, là. Si on commence à importer davantage de fromage de l'Union européenne, c'est sûr et certain que les prix vont être plus bas, là. Il y a une raison pourquoi nos petits... Encore une fois, la gestion de l'offre a permis au Québec, justement, de garder ses fermes laitières, d'être un des principaux producteurs laitiers au Canada. Mais nos fromagers du Québec, qui, par rapport au Canada, on en a tellement plus, je veux dire, c'est pas comparable. Il y a une raison, là. C'est des surplus de lait qui ont été de plus en plus utilisés pour la transformation des produits alternatifs. Puis on s'est rendu compte, on est capable de faire du très bon fromage. Mais le prix de ce fromage-là par rapport à ce qui se fait en France ou des grands fromagers ou aux Pays-Bas, on n'est pas compétitif. Là. Non, donc, c'est sûr, quand on commence à ouvrir cette porte-là, les producteurs laitiers ne sont pas fous. Là. Ils savent bien que la minute que l'Union européenne veut renégocier, elle aussi, les quotas d'importation et tout, ça va être dur pour le Canada parce que là, ils vont dire, ben là, vous avez donné davantage de quotas d'importation aux États-Unis. C'est notre tour, là. Ben oui, c'est ça. C'est que les États-Unis, c'est un géant, justement, on parlait d'éléphants, mais là, c'est une grosse vache en termes d'industrie laitière, là. Juste le Wisconsin, là, bon, s'il commence... Donc, puis la France, écoutez, c'est énorme pour l'industrie du fromage, l'industrie du fromagère. Donc, c'est sûr que si c'était complètement ouvert, ça serait beaucoup plus difficile pour les producteurs locaux. Ça, c'est absolument... Ils se mobilisent pour une raison évidente, c'est leur intérêt économique. Tout à fait. Mais si on se mettait qu'uniquement dans la peau du consommateur sans penser au producteur, on aurait avantage sur les prix, peut-être. En termes de prix, oui, c'est ça. En termes de prix. C'est ça, parce qu'il y a purement en termes de prix, c'est sûr. Les arguments qui reviennent. D'autant plus qu'on partage une des plus grandes frontières au monde avec la puissance agricole mondiale qui sont les États-Unis. Donc, mais encore une fois, tous ces accords-là, puis les craintes et tout, elles sont essentiellement chez les producteurs laitiers. Parce que tous ces accords-là ne touchent pas vraiment la question de la volaille et des œufs. Okay. Donc, c'est une fraction de la gestion. C'est une fraction de la gestion de l'offre, mais qui n'est pas petite non plus, là, parce que les produits laitiers, c'est pas juste le lait, là, c'est le beurre, la crème, le nommez-les. La crème glacée, c'était notamment ça qu'elle abordait dans son article. C'était comme, j'aimerais tellement un jour arriver dans mon épicerie puis enfin acheter une crème glacée abordable. Mais en tout cas, c'était un espèce d'argument un peu fallacieux là, de la journaliste qui écrit pour le Globe and Mail, puis qui revêt l'habit du petit peuple prolétaire, travailleur. Le Globe and Mail, c'est un journal... C'est plus à droite, donc c'est très libre-échangiste, au sens pur du terme. Donc, puis c'est ça l'argument du consommateur. Mais en même temps, il y a beaucoup d'emplois dans l'industrie laitière, donc, puis les travailleurs, donc c'est ça, on peut pas... C'est une opposition des fois un peu simpliste aussi, là, parce que l'intérêt économique, c'est pas juste l'intérêt des consommateurs, c'est aussi l'intérêt des producteurs qui créent des emplois qui permettent aux gens de devenir consommateurs. Parce que si on n'a pas de job, c'est difficile de consommer. Ça a beau être pas cher. Voilà. Ah ben good. Moi, je me demandais justement dans ce cadre d'esprit-là, est-ce que ça serait quelque chose de réalisable, ou en tout cas de viable ou avantageux, d'étendre notre système de gestion de l'offre à peut-être d'autres secteurs, d'autres produits comme, je sais pas moi, les céréales ou
les fruits et légumes, tu sais, dans les provinces où justement ça marche le mieux. Tu sais, je me dis, ici au Québec, on commence de plus en plus, puis je pense que c'est quand même là, on peut vraiment être des bons producteurs de légumes et même de fruits. Là. On a quand même certains fruits qui font partie de notre patrimoine, la pomme, tu sais, par exemple. Est-ce que ça serait quelque chose de pensable, de dire, écoute, on est dans le système de gestion de l'offre? Pourquoi pas? Tu t'en penses, Sébastien? Vous avez combien de temps, là? On a assez de temps. La question, ultimement, c'est sûr que si on réduit ces questions-là à une question de prix, la gestion de l'offre n'a pas lieu d'être. Parce qu'on peut avoir tout ça moins cher ailleurs. Ouais. Mais la gestion de l'offre n'a jamais été seulement à propos des prix. Daniel l'a bien dit, ces gens-là, c'est des consommateurs, c'est des employeurs, c'est des gens qui créent. Et plus largement, je dirais, c'est même une occupation du territoire. C'est une idée qu'on a de notre territoire. C'est une idée qu'on a de comment on veut l'habiter, l'occuper, comment on veut le développer. Dynamiser les régions, si on fait juste du libre-échangisme, ça devient difficile. Ça va être extrêmement difficile parce que le secteur agricole est encore un des moteurs importants des régions au Québec et ailleurs. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que ça dépasse largement la question politique, économique. Pardon. C'est beaucoup une question d'identité, une question de territorialité, une question très géographique dans bien des cas, de dire, ben, qu'est-ce qu'on veut comme Québec? Est-ce qu'on veut un Québec où est-ce que essentiellement, on a les tablettes pleines de produits qui viennent partout, pas chers, mais avec justement des régions souvent dévitalisées, avec des pertes d'emploi, avec des gens qui ont de la misère même à habiter en campagne parce qu'il manque de jobs, il manque de dynamisme, ou on veut des régions fortes avec... oui, on est prêt à payer un peu plus cher notre panier d'épicerie, mais cet argent-là, elle reste chez nous. Ces gens-là, évidemment, comme Daniel le disait, ce sont des consommateurs, ce sont des gens qui emploient, ce sont des gens qui vont réinvestir dans l'économie pour faire des rénovations, pour nommez-les, pour consommer. Exact. Et donc, cet argent-là ne quitte pas nécessairement, en tout cas pas tout de suite, le Québec. Ouais. Et donc, on est en train de construire quelque chose qui est davantage intégré d'une certaine manière. Mais c'est difficile dans un contexte où est-ce que le salaire moyen ou le salaire médian même augmente à peu près pas par rapport à l'inflation, même a diminué dans les 40 dernières années. Oui, par rapport à l'inflation. Oui, en fait, depuis 1977, là, le revenu médian des ménages québécois est plus bas qu'il l'était. Avec un grand trou là, entre 85 et fin des années 90. Depuis les début des années 2000, pardon, ça remonte. On est pratiquement où est-ce qu'on était. Mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'en 40 ans, le revenu médian des ménages québécois n'a pas augmenté, a même diminué pendant une longue période. Donc, il y a un manque à gagner extrêmement important sur le long terme là, pour les familles les ménages qui ont eu une famille pendant toutes ces années-là, ça a été très éprouvant. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand vous voulez convaincre une population qui ne s'est pas enrichie particulièrement de payer davantage pour son panier d'épicerie, c'est très difficile, d'autant plus que le libre-échange, les traités de libre-échange ont fait en sorte de diminuer le coût du panier d'épicerie depuis les années 90, 2000. Donc, une des façons par lesquelles les ménages économiques au Québec et au Canada ont réussi à médier un peu ces baisses de salaire réelles-là, c'est précisément en payant de moins en moins cher pour leur panier d'épicerie. Alors là, aujourd'hui, on vient leur dire, ben là, maintenant, non, il faudrait acheter au Québec, il faudrait encourager notre économie d'ici. Les gens vont dire, ben, je suis pas contre la vertu, là, j'aimerais beaucoup aider, mais... Ultimement, j'ai un budget, je vais choisir ce qui est le moins cher. Donc, il faut que ça fasse... ce genre de conversation-là, ce sont des conversations beaucoup plus larges que... Donc, la gestion de l'offre, il faut que ce soit un projet politique. Si vous voulez commencer à ouvrir davantage de secteurs à la gestion de l'offre, il va falloir que le premier ministre du Québec prenne le bâton de pèlerin, puis qu'il fasse énormément
de représentation. C'est vrai que c'est un très bon point sur l'idée du consommateur roi ou la consommatrice reine. L'idée. Puis ça, c'est l'effet un peu Costco ou l'effet Walmart en dehors de l'agriculture où on voit on importe plein de choses pas chères de la Chine ou d'autres pays, Vietnam, et puis les gens consomment, puis leurs revenus n'ont pas beaucoup augmenté, ils ont peut-être diminué un peu, mais c'est moins cher. Puis on achète en grosse quantité, puis des trucs qui viennent de partout à travers le monde. Les gens se rendent pas toujours compte, ils regardent pas d'où ça vient, mais ça vient souvent de loin. Il y a des effets au niveau environnemental aussi, de transporter tout ça. Là. Ça crée des gaz à effet de serre, mais ça coûte moins cher. Et ça, c'est l'avantage du libre-échange. Mais il y a un côté sombre à ça. Il y a un côté dark side, le côté noir. Et pour ce qui est des producteurs locaux, et aussi, je pense, l'aspect terroir, justement, l'aspect patrimoine, c'est important. Et le libre-échange, c'est la logique inverse. L'important, c'est on paie le moins cher possible, peu importe d'où ça vient, d'une certaine façon. Mais en Europe, il y a un mouvement pour protéger le patrimoine. En France, notamment, ils sont forts. La France, surtout, le camembert, il faut que ça vienne d'une certaine région. Puis, don't mess with camembert. Là. Le camembert, il faut que ça soit vraiment de la région, tout ça. Puis, il y a des tendances comme ça aussi au Québec et ailleurs. Mais c'est moins fort quand même, surtout aux États-Unis ou en Amérique du Nord, que ce l'est en Europe, surtout en France. Mais je pense que c'est sain d'essayer de protéger ce qui est local pour des raisons culturelles, le patrimoine, mais aussi pour des raisons écologiques. Oui, exact. Voilà. Acheter, quand on dit achetons local, c'est aussi n'encourageons pas des industries qui favorisent une augmentation des gaz à effet de serre en nous faisant des kiwis qui arrivent en avion du Mexique ou du Brésil, je sais pas, je donne des exemples un peu farfelus. Je suis pas un spécialiste de l'agriculture vraiment en plus des politiques publiques, mais ça a un coût environnemental. Et puis donc, il y a toute la question, donc le terroir, le local, c'est quelque chose qui est valorisé aujourd'hui un peu en réaction par rapport au libre-échange, et puis tout devient un peu homogène. Ouais. Puis je renchérirais, ma foi. Mais oui, même je dirais qu'il y a des effets d'échelle, parce que on l'a vu très bien avec le porc, depuis les années 90, prenez la vin, allez à Québec, partez de Montréal, c'est des champs de maïs, un après l'autre, entre autres parce que tout ça s'en va pour nourrir des cochons qui vont être exportés. Alors, ce que vous avez, avec une gestion de l'offre, vous pouvez... les producteurs n'ont pas besoin de devenir des monstres, des entrepreneurs en agriculture, où est-ce que là, tout est une question d'économie d'échelle pour être capable d'être compétitif sur les marchés mondiaux. Exact. Non, au contraire, ils ont des quotas à respecter et on peut décider en tant que société de dire, bien, pour des raisons écologiques, pour des raisons locales, pour des raisons de qualité, on n'encourage pas les fermes à devenir des usines extrêmement imposantes. Ouais. Ce qu'on veut, c'est dynamiser nos régions. Vous allez avoir, avec la gestion de l'offre, vous allez avoir un revenu viable, vous allez être capable de bien vivre, d'avoir une bonne vie, puis en même temps de nourrir le Québec. Ouais. Mais c'est sûr et certain que dans la mesure où vous devenez de plus en plus intégré dans les marchés internationaux, ben Daniel a raison, les effets environnementaux sont extrêmement importants, mais les homogènes aussi, parce que ça homogénise le paysage agricole du Québec, qui est de moins en moins diversifié. C'est de la monoculture, c'est des grandes usines à fabriquer des animaux pour l'exportation. Puis, on a tellement de lisiers à étendre ça a créé d'autres problèmes avec tout le phosphate dans les rivières. Donc, encore là, ce modèle d'affaires-là a des impacts environnementaux. Donc, la question du libre-échangisme, oui, elle est très forte au niveau territorial. Donc, Daniel a tout à fait raison. Donc, la gestion de l'offre permet de contrôler l'échelle de production. Évidemment, une plus petite échelle de production va vous coûter plus cher. Mais ça dépend de ce que vous cherchez comme d'un point de vue politique puis social, qu'est-ce que vous avez comme vision? Puis je me demande, si à ce niveau-là, justement, est-ce qu'il y aurait moyen de faire comme une gestion, mettons, pour prendre le cas des fruits et légumes, une gestion soft, une gestion de l'offre soft qui, justement, au final, va quand même autoriser les fameux légumes et fruits des États-Unis et du Mexique, mais ça va être comme on pourrait dire, des incitatifs
à acheter certains produits qui Sans sont nécessairement québécois. partir en guerre. C'est ça, le problème, c'est la question si on peut pas. Il y a les accords, là, on veut pas réouvrir encore un accord de libre-échange avec les États-Unis parce qu'on vient de se battre pendant des années pour sauver les meubles, en gros. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, si on peut le faire dans le contexte, est-ce qu'on peut. Puis encore là, les subventions, il y a aussi dans les accords de libre-échange, il y a des limites à ce qu'on peut faire à l'interne. Hein? Ah, ok. Donc, je pense que c'est. Il faut y penser à deux fois parce que c'est quoi les conséquences négatives. Par exemple, l'industrie les fruits là, aux États-Unis, la Californie, c'est gros, là, l'industrie fruits. C'est énorme, l'industrie maraîchère aux États-Unis. Puis, donc, eux, ils réagiraient très mal si on voudrait augmenter le protectionnisme dans ce secteur-là de l'économie. Donc, ce serait plus le Wisconsin, la Californie, c'est plus gros que le Canada en termes de population. Là. C'est au-dessus de 40 millions d'habitants là, maintenant. Là. C'est gros. Là. C'est un gros lobby aussi. Là. Surtout quand les démocrates sont au pouvoir, parce que c'est un État bleu, un État démocrate. Je sais pas ce que tu en penses, mais ce serait un peu difficile. Là. Non, je peux pas être plus d'accord avec Daniel là-dessus. C'est la question, est-ce qu'on peut étendre la gestion de l'offre? Oui. Mais en théorie, oui, on peut tout faire en théorie. En pratique, on a signé des accords de libre-échange. On s'est un peu lié les mains dans des traités. D'un matin, vous voulez réouvrir ça ou vous déclarez que maintenant, le secteur maraîcher, par exemple, est sous la gestion de l'offre. Encore une fois, c'est question de rapport de pouvoir. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez que les États-Unis vont faire? On va dire, ben là, soudainement, nous, tel le bois d'œuvre, certains métaux, le secteur minier, on va commencer, nous aussi, à appliquer la même logique un peu. Donc, c'est ça qui est un peu... On est dans des effets de loquet où est-ce que c'est très dur de revenir en arrière lorsque vous avez établi quelque chose. Est-ce que c'est possible? Oui, mais ce qu'on regarde, ce qu'on voit depuis les 2018 avec les nouveaux, toute la série d'accords qu'on a mentionnés tantôt, ce qu'on voit, c'est on s'en va pas vers ça du tout. Là. On est en train même de mettre pas la hache, mais on ouvre la gestion de l'offre, au moins au niveau des produits laitiers. Donc, ça prendrait... Ben écoutez, en temps de pandémie, puis en temps de... Soudainement, toute la discussion de la souveraineté alimentaire, et là, il y a une volonté politique qui est très différente. Les gens dans la société en parlent aussi de plus en plus. Ça, exactement. La population, donc, je pense qu'ils sont... ça prend un mouvement politique pour... Il n'y a pas un gouvernement tout seul avec aucun mouvement de masse qui va être capable de faire ça, là, c'est sûr. Les gens se mobilisent, puis c'est comme ça. On le voit avec les vaccins, avec comment quand on dépend trop de l'étranger, ben, on dépend aussi de décisions politiques. L'Union européenne qui veut protéger les vaccins, qui veulent les garder en Europe. Les États-Unis, évidemment, qui disent non, nous, on les garde pour nous. Ben, c'est la même chose pour la nourriture. Évidemment, c'est vital. C'est vital. Et donc, il faut faire attention. Mais il y a que des gens au Canada, au Québec, qui peuvent essayer d'avoir plus de protectionnisme dans certains secteurs de l'économie, comme le secteur maraîcher. Mais en même temps, il faut faire attention parce que s'il y a des mouvements similaires qui émergent, disons, aux États-Unis ou en Europe, ça pourrait affecter de façon négative nos producteurs dans d'autres secteurs à l'avenir. Parce que justement, si les Chinois se disent, ben, nous, on achète seulement du porc chinois, là. Bon, ben là, ils vont dire, ben, les producteurs de porc au Québec, trouvez d'autres consommateurs pour votre porc. C'est ça. Donc, c'est un jeu qui se joue à deux ou à plusieurs. C'est un réfléchissez bien, là. Tout à fait. Puis justement, tu sais, je pense que Mike l'a abordé un peu, fait qu'il y aurait... Ça serait vraiment piler sur des œufs que de faire ça sans rentrer en guerre. Tu sais, même si, mettons, on parle sans parler, mettons, du Canada, est-ce qu'un pays comme les États-Unis remarquerait si vraiment, à l'interne, au Québec, on se disait, ben nous, tu sais, on fait on crée une gestion de l'offre pour les fruits et légumes, les États-Unis risqueraient de comme s'en apercevoir. Puis on serait-tu capable de le faire en cachette? C'est ça que j'essaie de demander, on pourrait-tu? Ben, je dis, si le Québec... Pas à l'échelle canadienne, quand même, on n'est pas un grand marché, mais c'est pas petit non plus. Non, donc, puis le secteur maraîcher, les fruits et légumes, beaucoup qui viennent des États-Unis. Donc, c'est sûr qu'ils s'en apercevraient. C'est sûr et certain. C'est quand même pas des petits marchés, encore une fois. Puis le secteur maraîcher, c'est quand même une offre quand même très large. Là. Les États-Unis, aussi, c'est un pays où les zones climatiques sont tellement diverses que d'un point de vue de production agricole, c'est même assez impressionnant la diversité là, qu'ils sont capables de... Donc, je veux dire, oui, on est quand même un gros marché.
on n'est pas très loin non plus, donc ça facilite beaucoup les échanges. Donc, non, je pense... On pourrait pas faire ça en cachette pour revenir à... L'avantage, ils ont la Californie, la Floride, donc ils ont les États du Nord qui peuvent produire de ce qu'on produit ici. Mais il y a aussi des États du Sud qui peuvent produire des ananas ou des oranges et tout vraiment en très grande quantité. Donc, tu sais, nous, avec la vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique ou peut-être le sud là, de l'Ontario ou même du Québec, on n'est pas compétitif dans ce domaine-là. Puis si on essaie de se protéger, ben c'est ça, l'éléphant pourrait se réveiller parce que l'éléphant, lui, en général, il se fout un peu du Canada. Sauf que lorsqu'on commence à menacer leurs intérêts, ils s'en aperçoivent. Mais en général, les Américains, quand vous allez aux États-Unis, là, sauf les États frontaliers, les gens qui habitent près, tu sais, au Michigan, au Vermont ou Maine, ils connaissent un peu le Canada, ils traversent la frontière. Là, avant la pandémie, en tout cas, ils traversaient régulièrement, à même venir au Canada pour acheter des choses. Puis il y a beaucoup de Québécois qui descendent au sud, qui vont à Plattsburgh là, pour acheter des choses et tout ça. Mais en général, ils ne portent pas trop d'attention au Canada. Si vous demandez aux Américains c'est qui le premier ministre du Canada, bon, la plupart des Américains ne sauront pas. C'est qui le premier ministre du Québec? Encore moins. Québec? Where's that? Et sauf s'ils viennent du Nord-Est, mais sinon, ils ne pourront peut-être même pas le savoir sur la carte. Ils ne pourront pas le pointer sur la carte là, si les noms ne sont pas écrits. Donc, je pense qu'il faut faire... On vit à côté d'un éléphant qui est menaçant, mais aussi souvent qui se préoccupe pas de nous. Puis quand il se préoccupe de nous, c'est pas toujours pour de bonnes raisons, comme on l'a vu sous Trump. Donc peut-être que c'est mieux de laisser l'éléphant dormir, ronfler, puis pas trop se mêler de réagir à ce qu'on fait, d'essayer de... Mais on peut faire des choses, je pense, pour encourager l'agriculture locale. Le patrimoine, sans que ce soit de la gestion de l'offre en tant que telle. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Là, à ce moment-là, on est plus dans toutes les dynamiques davantage locales, régionales, où est-ce que... Puis on le voit d'une certaine manière, par exemple, les producteurs de pommes. Vous allez voir la pomme du Québec. On essaie même par la publicité. Dans les épiceries, entre autres. Il y a comme il y a des façons de plus en plus d'émissions de culinaires. Vont parler du terroir, vont faire découvrir les produits d'ici, etc. Le gouvernement du Québec peut faire la promotion de nos produits. Ils le font déjà, mais puis les municipalités, je pense que c'est aussi... On parlait des consommateurs plus tôt. Là. Il y a plusieurs visions de ce qu'est un consommateur. Il y a le consommateur le consommateur Costco, on pourrait dire, lui, ce qui compte, c'est seulement les prix, avoir des prix très bas. Mais il y a aussi des consommateurs qui, eux, il faut éduquer les consommateurs aussi. Eux, c'est la qualité, le terroir organique. Quand c'est vraiment organique, qu'est-ce que c'est organique ou pas? Là, il y a un débat là-dessus. Mais aussi qui veut quelque chose qui est écologique, qui vienne bon. Et donc, je pense que les jeunes sont peut-être plus sensibilisés à ça, en général, surtout les aspects écologiques que les générations précédentes. Puis éduquer les consommateurs. Moi, je me souviens quand je suis passé pas mal de temps, c'est sûr en France, j'ai fait mon doctorat à Paris, donc il y a des gens, les gens sont prêts à payer plus cher pour de la qualité. En général, mais pas tout le monde, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents types de consommateurs. Puis il faut cultiver les consommateurs qui sont intéressés au terroir, qui veulent acheter québécois, même si ça coûte un peu plus cher. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont vraiment cassés, ils n'ont pas d'argent. Ils vont acheter ce qui est le moins cher. C'est sûr que quand t'es en survie, pas le choix. J'ai rien contre Costco. Moi, j'y vais chez Costco de temps en temps, mais si j'achetais toute ma nourriture chez Costco, puis il y aurait beaucoup moins pour les producteurs locaux. Donc, aller au marché. Donc, le local, achat local, ça, c'est très positif, puis on peut l'encourager. Voilà, sans nécessairement avoir de mesures contraignantes comme la gestion de l'offre. Tout à fait. Puis encore là, ben c'est ça. C'est sûr que des structures contraignantes comme la gestion de l'offre ont l'avantage d'encadrer les producteurs puis de réellement faire une association entre producteurs et consommateurs. Tandis que là, ce qu'on peut faire présentement, on est beaucoup dans des solutions plus individualistes où est-ce que, on peut éduquer, il n'y a rien de structurel d'un point de vue, mais c'est la conscientisation des gens. J'aime bien, cultivons nos consommateurs. Voilà, les consommateurs, c'est pas un truc naturel. J'aime l'idée. On se réveille le matin puis on a des instincts, des besoins. Les besoins sont créés en partie par la publicité, puis par la façon dont nous, on peut avoir... Les producteurs aussi, ils le font déjà, essayer de propager une certaine vision de ce qui est la bonne bouffe, comme ils disent en France. Il y a la malbouffe puis la bonne bouffe. Si vous allez en France, ou même, moi, j'ai passé du temps au Danemark, ça coûte cher, la nourriture là-bas. Mais les gens sont prêts à payer. C'est sûr, ils mangent moins au restaurant qu'ici parce que les salaires sont plus élevés. Donc, on ne parle pas de cette question-là, mais c'est plus cher parce que les gens sont mieux payés.
Puis les agriculteurs là-bas sont bon, c'est sûr qu'avec l'Union européenne, il y a une intégration économique, mais ils sont quand même, les gens au Danemark sont prêts, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de consommateurs qui sont prêts à payer davantage pour avoir le porc danois, puis avoir quelque chose qui est dans une ferme, c'est vraiment organique, certifié, puis ça vient pas de l'autre bout du monde, là. Il y a des gens, ça c'est un mouvement c'est un mouvement aussi social, c'est pas le lobby politique en tant que tel, mais c'est un mouvement de conscientisation avec les médias sociaux, avec peut-être des podcasts et tout, où les gens commencent à comprendre, se dire, ah oui, mais moi je veux une vision alternative, je suis prêt à payer un peu plus cher, mais je veux pas me sentir coupable quand je mange un truc avec plein de pesticides dedans ou quoi que ce soit. C'est pas ça a été cultivé par. Puis en fait, c'est ça qu'on avec voit. quel salaire aussi? Est-ce qu'on va encourager les gens qui achètent des légumes en Californie avec des travailleurs mexicains illégaux qui font... Bon, il y a des aspects sociaux aussi, là, et socio-économiques, de justice sociale aussi. Ils sont payés où? Ici, on achète des fruits et légumes d'Amérique latine, mais comment... Ou le café, toutes les questions-là, est-ce que c'est équitable ou pas? De plus en plus, les consommateurs sont conscientisés à ça. Pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Mais il faut continuer le travail. Il y a un mouvement où est-ce que les gens s'intéressent de plus en plus, dans les 10-15 dernières années, vont demander de où ça vient. Exact. Chose qui avait disparu quand même énormément de l'imaginaire collectif. Les gens, pas qu'ils se foutaient, mais il y a une... Tu sais, faut pas oublier que le libre-échange en agriculture, c'est quand même très nouveau. Là. C'est surtout depuis les années 90 là, que ça a vraiment explosé. Là. Donc, à ce moment, jusqu'à tout récemment dans l'histoire, surtout la génération de mes parents, par exemple, se sont vraiment jamais posé la question de où que ça vient, parce que 80% et au moins de ce qu'ils mangeaient venait d'ici, en tout cas, de très, très proche. Et c'est vraiment cette mondialisation économique, puis l'ouverture des marchés, surtout pour le secteur agricole des années 90-2000, qui a fait en sorte que ce qu'on appelle le food from nowhere, c'est un peu cette idée d'une bouffe qui est complètement déterritorialisée, on ne sait pas de où ça vient, puis à la limite, c'est pas important parce que ce qui est important, c'est le prix. Et là, aujourd'hui, il y a un mouvement de conscientisation, Daniel l'a bien dit, où est-ce que les gens commencent à demander, mais de où que ça vient, même si il y a certains bouchers, vous allez chez votre boucher, il va dire, nous, ce qu'on vend, c'est des produits d'ici seulement. La viande est plus chère, mais habituellement, quand vous commencez à cuisiner avec ça, vous vous rendez compte, la qualité est différente. Là, c'est pas, le bacon, c'est pas 60% juste du gras. Puis, à quelque part, les gens commencent à poser ces questions-là, mais ultimement, c'est sûr qu'il y a une question de moyens économiques aussi. Il y a des gens qui à la limite, peuvent poser la question, mais ne pourront pas mettre un prix sur leurs convictions. Et là, c'est là que comment on réconcilie justement cette volonté populaire-là avec des structures qui sont contraignantes aussi là, à ce niveau-là. Sans que ce soit nécessairement une gestion de l'offre. Parce que tous les traités de libre-échange aussi empêchent, ou en tout cas le plus possible, empêchent les gouvernements d'intervenir pour soutenir aussi les producteurs locaux, là. En tout cas le plus possible, parce que pour ne pas subventionner non plus des secteurs... Pas que ça soit comme déloyal versus... Exactement. Mais le pire, c'est qu'on s'entend que, mettons, dans des cas comme... le Québec ou au Canada, ça peut être très déloyal, la compétition extérieure. Quand on parle les États-Unis n'ont jamais respecté ce qu'ils ont demandé aux autres de faire. C'est ça. Mais j'ai aimé, par exemple, la conclusion qu'au final, je pense il y a moyen de favoriser sans s'embarquer dans des structures contraignantes, comme tu le disais, puis de juste favoriser au final l'essor d'une économie plus locale, d'une agriculture plus locale, qui se ferait par l'éducation du consommateur. Conscientiser, puis en tout cas, moi, dans mon intention, c'est ce qu'on essaie de faire ici. Ben oui. Puis j'ai trouvé justement que notre conversation était vraiment passionnante. C'est pour vrai, merci beaucoup. Vous étiez super généreux aussi dans l'information que vous donniez. Puis ça a été un immense plaisir. Absolument. Personnellement, moi, j'ai trippé à vous écouter puis à en apprendre. On continue vraiment longtemps, mais malheureusement... Si on s'est amusé, c'est le fun. Deux profs d'université, là... c'est ça, parler. C'est ça. C'est vous qui allez... C'est une bonne question. Donc, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir retrouver tous nos épisodes sur le site web d'Élevage et Culture.
et sur la page Facebook d'Élevage et Culture. N'oubliez pas aussi, si vous aimez le contenu, là, allez liker la page, subscribe si c'est pour YouTube. N'oubliez pas de donner des étoiles aussi, je pense pour Apple Music. Ouais, fait que vraiment, lâchez-vous lousse, là. Faites-vous plaisir, là, ça va nous faire plaisir à nous aussi. On a besoin d'amour. C'est ça, on a besoin d'amour. Donc, tous nos épisodes vont être disponibles sur Google, Apple Music, Spotify, YouTube. Si jamais aussi vous voulez écrire en commentaire des vidéos, repartir les débats, gênez-vous pas. Nous, ça va nous faire un plaisir de vous lire, de vous écrire. Toujours. Donc, ça a été un plaisir, encore une fois, d'avoir été avec vous. On se revoit au prochain épisode du podcast Les Idées Ridicules. Salut! Merci.